Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire du panafricanisme et à ses fondements majeurs. Né au sein de la diaspora africaine déracinée du Nouveau Monde, entre guillemets, puis adopté par les élites de notre continent, ensuite retourné, enrichi aux Amériques et aux Caraïbes, le panafricanisme signifie la doctrine de l'unité fondamentale des peuples africains. Le panafricanisme, je cite, peut être vu comme le mouvement politico-culturel dont le sens le plus large du terme qui s'efforce de traduire dans la réalité les aspirations communes et l'indispensable unité des peuples africains et de leurs descendants à travers le monde. Le panafricanisme est la pensée ou la doctrine fédéraliste des peuples du continent africain et l'ascendance africaine. Il tend vers le rassemblement et la solidarité politique, économique, culturelle de ces peuples. Le panafricanisme repose sur les 4 notions fondamentales suivantes. Fierté du passé historique de l'Afrique, unité africaine des peuples, l'Afrique aux Africains, et enfin, rédemption de l'Afrique. Le panafricanisme est la doctrine par excellence de la décolonisation du continent. À long terme, le panafricanisme vise la fédération de l'Afrique, la constitution des États-Unis d'Afrique, pour la création de notre propre et auto-référentielle modernité. Fin de citation. C'était là le propos de Goldwyn Tété, qui a consacré d'ailleurs un ouvrage remarquable à Marcus Garvey, l'un des fondateurs du panafricanisme. Pour revenir donc sur l'histoire du panafricanisme et ses fondements majeurs, avec moi dans les studios d'Ifriqiya FM, Issouf Abdallah, Mzoura Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Bonjour Zola. Bonjour. Quand on parle du panafricanisme, c'est toute une histoire qui remonte donc peut-être Oui, au XVIIIe siècle. au même. XVIIIe siècle, c'est-à-dire au lendemain de ce siècle de la traite, le XVIIe. C'est-à-dire c'est au lendemain, Oui. c'est à la fin pratiquement de ce qu'on appelle la traite de l'Atlantique. Oui, n'est-ce pas? effectivement. Le panafricanisme, c'est carrément une idéologie politique Oui. et un mouvement social. C'est pas juste issu des idées, Oui. des idéologies. C'est tout un mouvement qui fait appel à tout le peuple africain pour l'unité, la solidarité, la collaboration entre les peuples. Je dirais que c'est plutôt cette définition surtout de Kwame Nkrumah qui m'a marqué du panafricanisme, parce que c'est libérer l'Afrique du joug colonial, c'est libérer les Africains de toutes ces mouvements racistes et tout ce qui est contre l'Afrique. Oui, parce que si je peux Samuel, rebondir oui. un peu sur ce Oui. qu'elle était en train de dire, parce que c'est ça que les gens doivent comprendre, que le panafricanisme, c'est au-delà de ce que les gens pensent, parce que ça remonte déjà au mouvement de l'esclavagisme, etc. La colonisation, la discrimination raciale. En fait, il y a tout ce principe qui est là, c'est-à-dire que si on parle du panafricanisme, c'est le côté où on veut mettre en valeur notre cher continent, c'est-à-dire que aussi dénoncer un peu tout ce qui est contre l'Africain en quelque sorte, ce qui est contre le continent africain. Parce que si on remonte déjà à la période de l'esclavagisme, où on voyait que la plupart on peut dire de nos frères qui ont été déportés de l'Afrique vers les États-Unis ou d'autres pays, etc., vers d'autres continents,
on voit qu'il y avait ce côté-là où il y avait des gens déjà qui s'est battus pour ça, en disant le panafricanisme. Donc les gens doivent comprendre en disant c'est pas juste les mouvements d'après la colonisation, mais ça remonte d'il y a longtemps. Oui, oui. Ça remonte même avant la colonisation. C'est que moi je voulais rebondir par là. Issouf. Moi, je pense que si les Africains ont été maltraités, si les Africains ont été marginalisés pendant la colonisation, c'est bien normal qu'il y ait ce mouvement qui existait même avant la colonisation, qui est le panafricanisme. Et c'est tout à fait normal, parce que le panafricanisme, comme ce que vous venez de dire, c'est un mouvement politico-culturel. Oui. Donc c'est un mouvement qui vise à valoriser le développement politique, culturel économique de notre continent. Oui. Et puis le panafricanisme, on peut le définir comme étant tout simplement l'unité africaine aussi. Alors, on va essayer donc de revenir sur les principes fondamentaux du panafricanisme. On commence par le premier principe. Fierté du passé historique de l'Afrique, qui veut dire la nécessité de s'attaquer au narratif qui a été élaboré par les colonisateurs concernant le passé africain. Mzola. Oui, être fier des histoires africaines, des civilisations africaines, parce que si je pourrais dire ça, c'est que quand les colonisateurs ils sont arrivés ici, ils ont réduit le passé de l'Afrique à néant. Ouais. C'est comme si l'Afrique n'avait pas de passé. Donc la fierté du passé historique de l'Afrique, c'est pour célébrer cette richesse du continent et toutes les réalisations déjà et toutes les découvertes faites en Afrique, pour dire que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, que toutes les civilisations ont commencé en Afrique. Donc c'est une manière de dire également que l'Afrique n'était pas un continent arriéré, parce que ça a été écrit et certains l'écrivent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, quand on parle de l'Afrique, on parle toujours de tout ce qui est négatif. C'est comme si l'Afrique n'a fait aucune découverte. C'est un peuple illettré, c'est des populations... En fait, tout le passé de l'Afrique, c'est généralement réduit à néant. Donc c'est là où on voit le rôle du panafricanisme, c'est pour célébrer et dire qu'on a un passé, que l'Afrique, c'est un continent qui a un passé très riche, et c'est pour le faire savoir à tout le reste du monde. Donc, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Maison est en train de dire. Un jour, Mandela avait dit connaître son histoire, c'est se donner les moyens de construire son avenir avec fierté et détermination. En fait, le premier principe qui est fierté du passé historique, c'est là où moi ça me touche encore plus, parce que quand tu te connais pas, au fait, une personne peut t'écrire tout ce que tu veux. En fait, il y a dans une émission où on avait discuté, les Africains par les Africains, on avait dit que à chaque fois on nous dit que l'Afrique est comme une feuille blanche où on peut tout écrire. Oui. Alors c'est faux. L'Afrique n'est pas une feuille blanche en réalité. L'Afrique a une histoire. Nous avons des choses à raconter. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que avec la colonisation, avec tout ce qui a suivi, c'est-à-dire qu'on a essayé de calquer, de mettre quelque chose par-dessus de ce qui est déjà sur l'Afrique, pour que nous ayons l'impression que nous n'avons pas de civilisation, c'est comme si on n'a rien à apporter, etc. C'est-à-dire que pour nous faire oublier qui nous étions en réalité. Parce que si on prend le temps, c'est pour ça sur cette citation de Nelson Mandela, ça m'a touché, parce que quand il a dit connaître son histoire, c'est donner les moyens de construire son avenir avec fierté et détermination. En fait, nous sommes arrivés, c'est pour ça ce premier principe, moi, me touche à cœur, parce que nous sommes arrivés en Afrique à un niveau où nous voulons construire notre cher continent. Et pour construire notre continent, nous devons savoir ce qu'est l'Afrique, ce qu'était l'Afrique, et c'est qu'est l'Afrique et c'est que nous voulons de notre cher continent. C'est-à-dire, Abdallah Issouf, c'est la nécessité de se réconcilier avec le passé et la mémoire, l'histoire et la mémoire du continent, n'est-ce pas? Justement, c'est une doctrine qui va nous permettre de penser au passé, de retenir les meilleurs, mais aussi de valoriser ce qui existait avant même la colonisation, avant même l'histoire qui existait entre les pays étrangers et l'Afrique. Parce que les pays africains, c'est un continent, comme ce que mon collègue vient de dire, c'est un continent qui est très riche, de par ses histoires, de par ses cultures, de par ses traditions, de par ses mœurs, de par toutes ses valeurs. Et puis toutes ces choses combien importantes, à l'arrivée de la colonisation, ont été masquées
ont été oubliés. Donc, dès qu'on passe à l'Afrique actuellement, on pense directement au malheur. C'est un continent où il n'y a pas de développement. C'est un continent qui ne contribue pas pour les découvertes qui vont servir au monde entier. C'est déplorable. Je pourrais rebondir, c'est déplorable quand on va voir que parmi les plus grandes décisions qui sont prises dans le monde actuellement, où on voit que les pays africains ne sont pas représentés en quelque sorte, parce qu'on nous considère comme c'est comme si nous sommes dans des continents où on n'a rien à apporter, alors que c'est faux. C'est tout à fait normal. C'est des histoires. L'histoire sort là, mais toutes ces choses n'ont pas été mises en valeur. Toutes ces choses ont été masquées. Et puis il y a personne qui n'en parle. Les Africains n'ont pas volé. Et à travers ce mouvement de panafricanisme, aujourd'hui, on peut en parler, on peut les valoriser. Parce que je prends un simple exemple. Par exemple, chez moi, quand vous prenez au désert, il y a des histoires qui ont été écrites sur les roches, qui sont datées de plus de 300, 400 années. Oui. Donc, c'est des histoires qui existaient depuis là. Oui. Mais toutes ces histoires, toutes ces richesses, toutes ces identités culturelles qu'on a à nous, occultées. Oui, on n'arrive pas à en parler. C'est de la scène en fait. On n'en parle plus. Oui. Comme les civilisations égyptiennes antiques, on n'en parle plus. L'architecture, les arts, culture, les sciences, tout ça a commencé en Afrique. En fait, mais quand à l'arrivée des colons, tout ça s'est réduit à néant. C'est comme si l'Afrique n'a rien. Il y a aucune découverte en Afrique. C'est un terrain où il y a que des sauvages, etc. Donc c'est ça l'image qu'on donne. Au-delà, juste c'est important parce qu'au-delà même de ça, il y a certains même de ce qui est de la richesse et de l'Afrique en rapport avec tout ce qui est historique, etc. Il y a même certaines des histoires ils ont été appropriés, ils se sont appropriés de certaines des histoires de certaines de ces civilisations comme si c'est nous qui avons apporté ça au niveau de l'Afrique, alors que c'est faux. C'est l'Afrique qui a contribué à ce que les autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire découvrir et à montrer, surtout, c'est là où ça vient, surtout aux générations futures qui viennent en disant, OK, l'Afrique n'est pas une feuille blanche, comme on aime dire, où on peut tout écrire. Non, en réalité, l'Afrique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit écrire en Afrique, mais l'Afrique aussi a son passé. Son passé. M. Riani, on passe au deuxième principe fondamental du panafricanisme, à savoir l'unité africaine des peuples. Ouais. L'unité africaine des peuples, c'est l'unification des peuples africains. C'est pour former une entité qui est politique et économique et sociale, toute regroupée. C'est célébrer cette unité qu'on a entre les peuples africains, déjà à savoir que, comme on dit toujours, on a tous en Afrique ces multitudes entre nous, entre les nations. Donc il suffit de reconnaître ça déjà entre nous. Unité, Samuel Akizimana disait qu'à l'origine, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Et ça, c'est quelque chose... C'est retrouver cette... c'est retrouver que l'identité qu'on a perdue. En fait, c'est déplorable, d'une part parce que on a su nous inculquer certains principes et certaines frontières dans nos têtes. On nous a mis certaines limites. En fait, ces limites-là, ces barrières qu'on nous a mis, en fait, on est arrivé à un moment, il faut que nous, en tant qu'Africains, nous devons comprendre le principe en disant que les barrières qui nous ont été calquées, c'est des faux barrières en réalité. Il n'y a pas ces barrières. C'est-à-dire qu'on nous a mis des barrières imaginaires et on les a adoptées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un moment où on doit se désapproprier de ce qui ne fait pas avancer en réalité. Parce qu'il faut comprendre, quelque chose qui ne te fait pas avancer, qui te fait reculer, c'est quelque chose dont tu dois te débarrasser. Et arriver en Afrique, à un moment, on doit comprendre. C'est pour ça, c'est ce deuxième point qui est l'unité africaine, nous devons le comprendre. Parce que le principe même, avant de venir, parce que le principe même de frontières en Afrique, ça me touche. À chaque fois qu'on fait des découvertes, on étudie dessus, on va comprendre qu'en Afrique, en réalité, le lieu des frontières, c'était pas un lieu où on peut pas dépasser ou c'est pas quoi. C'était un lieu d'échange, en réalité. C'était un lieu, qui rapportait, qui développait, qui amenait le développement en Afrique. Parce que Youssouf, il est par exemple au Niger, et moi, je suis par exemple en Algérie. Quand on s'est rencontrés au niveau des frontières, c'était par exemple pour prendre, je sais pas si c'est des vaches ou des moutons de Youssouf, et Youssouf prenait mes blés à moi, etc. C'était un lieu d'échange. Il y avait un lieu, un carrefour d'échange en réalité. C'était un lieu où on devait se développer les uns les autres, s'échanger. C'est-à-dire que le principe même, c'est ça l'unité. C'est-à-dire que nous ne devons pas regarder au-delà des barrières qui nous ont été données, qui nous ont été calquées, mais ça doit être au niveau de cette... Justement, est-ce qu'on peut dire que c'est les colonisateurs qui ont ramené la notion même de guerre
en Afrique. Oui, c'est Ouais. la notion. Ouais. Oui, totalement. Les Africains ne connaissaient pas la guerre. On connaissait pas la guerre. Avant le XVIIIe siècle. On connaissait pas la guerre, ça nous a été calqué. Parce que là, c'est là où on a amené on amène le principe pour montrer une différenciation qui n'existe même pas. Où on voit que des peuples s'entretuent, soit disons sur un certain nom, toi tu es de telle ethnie, moi je suis de telle ethnie. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que il y a une chose qui me fait plaisir. C'est, il faut demander aux gens qui sont en Occident, quand on voit les Africains, il te dit, tu es africain, c'est bon. Il regarde même pas, il sait même pas de telle ethnie, tu es de telle, il s'en fout. Il te dit, tu es africain. Ouais. Il faut poser la question, tu es africain. Il ne voit rien de différence. C'est-à-dire que nous, arrivé à un point, on nous a mis des idées, des choses qui n'existent pas, et on les a adoptées, à tel point qu'on a associé des ethnies, on a associé sur certaines choses, pour se battre sur certains principes qui n'ont rien à voir. Ce qui nous fait encore reculer. Vous avez bien dit, en Afrique, on n'avait pas ces principes-là de guerre. Non, c'était autre chose. Ce qui montre qu'on est en train on a perdu certains de nos fondamentaux. On doit revenir sur nos fondamentaux. Ce qui fait cette unité africaine. C'est le deuxième principe. Et là, je pense, c'est une des transcender toutes ces divisions ethniques, linguistiques, nationales religieuses, voilà, etc. Que les colons nous ont imposées. Oui, par rapport à ce point, à ce principe, unité africaine des peuples. L'unité africaine des peuples, c'est important, surtout sur le plan économique, comme ce que vient de dire Samuel. Donc, si on arrive à faire cette unité et puis ces échanges, je pense que c'est très bénéfique pour notre continent. Mais cela a été évité d'avance pendant la colonisation, parce qu'on nous a inculqué, nous en tant qu'Africains, des idées, des notions, des théories très négatives qui vont à l'encontre de notre continent. Parce qu'on nous a inculqué que nous avons des frontières, que moi je suis de telle ethnie, je suis de telle race d'abord, parce qu'on nous a subdivisés sous plusieurs fragments de trucs. Moi je suis de telle race d'abord, après de telle race je suis descendant de telle ethnie, après de telle ethnie je suis de telle couleur. Ce qui fait encore plus de guerre. Ce qui fait beaucoup de subdivisions. Les théories raciales ont été élaborées par les colonialistes, il faut le dire. Oui, il faut le dire. C'est des théories qui sont très dangereuses. C'est des théories qui sont très dangereuses. Et puis, jusqu'à maintenant, on récolte leurs conséquences. Ouais. Si vous prenez maintenant entre nos frontières, les frontières de tous les pays africains, il y a des tas de, même pour faire des simples échanges économiques, il y a des tas de problèmes, il y a des tas de... et puis c'est ce qui explique les guerres dont vous parlez en Afrique. Par exemple, chez moi, il y a beaucoup de guerres au Sahel, il y a des tas de guerres. Donc, je pense que moi, les causes principales de il suffit de ces divisions qui ont été instaurées et puis une petite ingérence. Ça fait que ça éclate. Et en réalité, lorsque ça éclate, est-ce que c'est bénéfique pour nous? On est en train de s'entretuer pour rien. On est en train de récolter des conséquences. Exactement. Donc, ça ne sert à rien. En fait, ce qui revient sur cette unité. Moi, je pense que en tant qu'Africain, c'est pas une autre personne étrangère qui va venir nous enseigner leur théorie ou bien leurs notions. C'est vrai, s'il y a une connaissance... Vous me tendez la perche, justement. Aux Africains, c'est le troisième principe du panafricanisme. Voilà. Oui, effectivement. Moi, quand j'entends les Africains... C'est pas un simple slogan. Oui. C'est pas un slogan nationaliste. C'est-à-dire, c'est au-delà. C'est-à-dire, c'est éveiller la conscience des Africains de mieux gérer leurs richesses d'abord. Oui, il faut que ces richesses reviennent tout d'abord aux enfants, aux Africains. N'est-ce pas? Moi, quand j'entends aux Africains, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est Sylvanus Olympio, c'est Thomas Sankara, c'est Sékou Touré. Donc c'est toutes ces figures là qui ont défendu ils ont dit que l'Afrique c'est aux Africains et c'est à nous de gérer. C'est aux Africains de savoir contrôler leurs ressources, leur gouvernement, leur pays et toutes ces richesses. C'est à eux de gérer en fait, et c'est pas aux autres de venir prendre de leur place et s'immiscer dans leurs affaires politiques, économiques, etc. Donc l'Afrique aux Africains, c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement que c'est les Africains qui doivent gérer ce qui leur revient de droit. Oui, Samuel, c'est intéressant parce que quand on parle des Africains aux Africains,
C'est même le titre de notre émission. De notre émission, les Africains parlent aux Africains. Les Africains aux Africains. L'Afrique aux Africains. Oui. En fait, c'est important parce que, en revenant, en fait, sur des principes, parce que, on regarde ce qu'on a récolté, de la colonisation jusqu'à présent. Nous avons un continent si riche, incroyablement riche, mais où on n'arrive pas encore à bénéficier de ces richesses. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu à travers les divisions qui est là, le principe des frontières qu'on nous a mis, les divisions, on nous a divisés dans beaucoup de choses, telle ethnie, telle race ou c'est pas quoi. Donc déjà là, il y a ce problème-là. Et puis on te met un peu l'ingérence étrangère, ce qui fait que pour encore mieux t'exploiter en disant et tout, en financement pour etc. pour s'entretuer. Ce qui revient maintenant à nos ressources. En fait, quand on est là à se battre pour les côtés ethniques, religieux, je sais pas quoi, etc., nos ressources, on n'est pas là en train de les exploiter. Ouais. Les ressources sont en train d'être exploitées par des multinationales dont on bénéficie même pas quelque chose en retour. Il faut regarder, on en parle dans les Africains, pas aux Africains. Il y a des multinationales en Afrique. En regardant, il y a des populations, il y a des peuples. On regarde dans certains pays, on regarde l'exploitation évaluée à des milliards de dollars, etc. Mais on regarde les revenus moyens par habitant, il est désastreuse. On regarde où partent ces revenus. Même main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est déplorable. C'est-à-dire qu'il y a des ressources, on n'en bénéficie pas. Parce que il y a le côté où nos ressources, on n'a pas su se focaliser sur nos ressources parce qu'on se préoccupe des autres choses sur lesquelles on ne devait même pas mettre l'accent dessus. Et sauf l'Afrique, aux Africains. L'Afrique aux Africains, ça c'est très beau. Au-delà du slogan, évidemment. Oui, moi je pense que lorsque vous venez de souligner ce point, je pense directement à une citation d'un proche qui me disait que ce n'est pas une personne qui n'a jamais goûté la bouillie de m'apprendre comment préparer la bouillie. Oui, c'est vrai. Hein? Je pense que nous, en tant qu'Africains, nous sommes les mieux placés pour décider à notre sort, pour décider pour notre destin, pour prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour nous, bénéfiques pour notre continent. Et puis, l'Afrique aux Africains, il faut savoir que la première des choses à combattre de nos jours maintenant sont ces théories anciennes. Maintenant, elles sont expirées, je pense. Ce sont ces théories anciennes. Elles devront être expirées maintenant. On doit s'en débarrasser. Et puis, les habits d'emprunt. Voilà, ces habits d'emprunt, on doit s'en débarrasser, on doit les briller parce que aujourd'hui en Afrique, il y a des intellectuels, il y a des gens capables, il y a des gens il y a des chercheurs, il y a des gens qui sont capables de décider à l'avenir de notre continent. Je pense qu'on doit se focaliser, on doit s'appuyer pour combattre toutes ces théories qui ont été enseignées ici en Afrique. Jusqu'à présent, on subit leurs conséquences néfastes. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je vais rebondir sur ça en disant, il faut pas laisser une personne qui n'a jamais préparé du tchouchouka ou du couscous t'apprendre à préparer du tchouchouka ou du couscous. Parce que finalement, tu vas avoir, les résultats que tu vas avoir, ça sera du n'importe quoi. On passe au dernier point qui est donc rédemption de l'Afrique. Il ne faut pas comprendre donc cette notion en termes religieux, mais c'est peut-être en termes politiques, c'est-à-dire résilience aujourd'hui. Il faut de la résilience pour peut-être réaliser cette unité, peut-être pour mieux gérer, pour recouvrer la souveraineté africaine. N'est-ce pas? Donc la rédemption de l'Afrique, ça veut dire tout simplement, comme vous avez souligné, c'est libérer l'Afrique de toute forme d'oppression économique, politique, sociale, etc. C'est la renaissance des valeurs, des traditions africaines, tout simplement. Voilà, c'est promouvoir cette éducation à notre façon, avoir des modèles économiques. La sagesse africaine, la sagesse ancestrale, séculaire, donc africaine. Oui, effectivement, avoir des modèles économiques établis par les Africains. Donc ça revient comme en quelque sorte sur l'Afrique aux Africains, mais là c'est une nouvelle forme sur laquelle on doit se baser en Afrique. C'est les bases dont on a besoin. Oui, sur ça, moi j'aimerais aller un peu sur le facteur économique pour montrer un peu sur la rédemption de l'Afrique.
Actuellement, on voit qu'il y a un mouvement partout dans le monde qui est l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en tant que jeunesse africaine, nous devons apporter des innovations, mais des innovations adaptées selon nos cultures, selon nos mœurs. On ne doit pas être ces personnes qui calquent tout. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a quelque chose qui est copié-collé. En fait, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes mœurs. Il faut apprendre à valoriser nos mœurs et valoriser nos cultures. Il faut amener des innovations en rapport avec nos cultures, en rapport avec nos mœurs. C'est-à-dire que si nos cultures et nos mœurs ils sont pas comme les leurs, il faut pas aller amener des choses pour les amener, il faut pas tuer ce qui représente notre cher continent. C'est-à-dire qu'on a des valeurs, on a des cultures sur le côté économique, mais en dehors des côtés économiques, c'est-à-dire c'est en revenir sur ça en disant nous avons des valeurs et ces valeurs nous devons les mettre plus en avant que les autres choses. Donc il faut comprendre que en Afrique, on a des valeurs, on a des richesses et nous devons les valoriser. Le dernier mot. Donc on revient aujourd'hui à Issouf. Et pour les valoriser, je vais continuer. Pour les valoriser, je pense qu'il faut l'implication de tout le monde, surtout la jeunesse. On doit les discours pour raconter l'histoire qui a été passée. On a plus ce temps maintenant. On doit partir droit au but. On doit créer des innovations comme ce que Samuel vient de dire, des initiatives authentiquement africaines. Authentiquement africaines qui vont et puis ça se fait d'ailleurs maintenant. Oui. Il y a des innovations pour la valorisation de la culture, que ce soit pour l'économie, qui sont adaptées à notre continent. Et c'est ce qui est bien, parce que ils ont été fabriqués, conceptionnés par des Africains, parce que ils ont déjà goûté à la bouillie, donc ils savent comment déjà préparer la bouillie. Le made in Africa. Donc, qu'en quoi l'idée panafricaniste demeure plus que jamais vivace dans tout le continent africain. Exactement. Et nous devons valoriser le Made in Africa. Et comme Patrice Lumumba dit toujours, nous devons reconnaître le droit des peuples d'être les maîtres de leur propre destin. Ce sera le mot de la fin. Zoura, je vous remercie. Je remercie Samuel Akizimana et Abdallah Issouf. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur les ondes d'Epuiria FM, la voix africaine. À très bientôt.